demandez aux personnes de vous citer un insecte, la plupart du temps, on va vous parler de ceux qui nous emmerdent en fait. Or, si on s'intéresse un tout petit peu aux abeilles, si on s'intéresse un petit peu aux papillons ou à des groupes moins connus, on se rend compte à quel point c'est beau, c'est diversifié et à quel point ils sont impactés par nos modes de vie. Vous écoutez À la source, un podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je suis Rémi Espel, je travaille au service communication de l'ULiège et dans cet épisode, je rencontre François Verheugen. Bonjour François Verheugen. Bonjour. Vous avez fait des études de bio-ingénieur, une thèse en entomologie et vous êtes aujourd'hui chargé de cours à la faculté de Gembloux Agrobiotech. Qu'est-ce que vous faites à la faculté ? Alors mon temps, je le partage, je ne sais pas si c'est à part égale, mais en tout cas, je dirais en 3 grandes parties. Je passe une partie de mon temps dans les auditoires. J'ai beaucoup de cours que je donne aux premières années qui viennent faire des études donc, de bio-ingénieurs, où je leur enseigne les bases de la zoologie, donc le règne animal, l'anatomie, le comportement des animaux, la diversité des animaux. Et puis plus on avance dans les années d'études, plus alors je me retrouve dans des cours de master où je suis dans des cours plus spécialisés. Quelles sont les alternatives aux insecticides, par exemple, ou comment est-ce que l'on peut évaluer le risque qu'une espèce exotique envahissante pourrait poser pour notre pays. Voilà, c'est des cours plus spécialisés qui arrivent dans les années de master. Et quand je ne suis pas dans l'auditoire, je suis au laboratoire, puisque je dirige une équipe de recherche. On est aujourd'hui une douzaine de personnes. Une équipe d'écologie chimique et comportementale. Alors, ça fait beaucoup de mots peut-être un peu compliqués, mais disons quand on fait de l'écologie, on s'intéresse aux interactions entre les organismes vivants. Et moi, je m'intéresse au côté chimique de ces interactions. Donc, je me demande, tiens, quelles sont les molécules qui sont impliquées dans les interactions entre la fleur et une abeille, entre l'odeur d'un corps en décomposition et le chien de la police qui est capable de l'apercevoir. Voilà, en fait, les modèles sont différents à partir du moment où ils mettent en jeu une odeur et 2 organismes, 2 éléments, la plupart du temps vivants. Donc, je travaille presque toujours sur un émetteur d'odeur vivant, une fleur, voilà, et un receveur, un animal la plupart du temps. Et puis, il y a une 3e partie de mon temps, pas négligeable, que j'aime consacrer à des activités de communication, de vulgarisation des sciences. J'ai sorti un livre l'année passée, je vais en sortir un autre cette année, des exercices que je m'impose pour transmettre ce que les scientifiques aujourd'hui ont découvert et qu'ils ont parfois du mal à communiquer vers le grand public. Et j'essaye d'assimiler toutes ces découvertes et puis de les rendre accessibles pour des enfants dès 12 ans, pour essayer peut-être de susciter de l'intérêt, des vocations chez ces personnes. Moi, j'ai eu à 14 ans un professeur de biologie, de sciences de biologie, qui s'appelait Éric Ballon, qui s'appelle toujours Éric Ballon, et qui nous a fait élever des insectes au cours de biologie à l'école secondaire. Et donc, j'ai été passionné par mesurer et peser ces phasmes. Et quelques jours ou semaines après, je ne sais plus bien, après ce travail qu'il nous a fait faire, je lui ai demandé si je pouvais en avoir, parce que j'aurais bien aimé continuer ça chez moi. Il m'a dit, viens chez moi, j'ai l'élevage à la maison. Je suis allé chez lui, il m'a donné des phasmes, il m'a fait promettre une chose. Il m'a dit, je te les donne, ça vaut cher parce que ce sont des phasmes exotiques, etc. Tu vas jamais les vendre et tu vas au contraire les donner à tous ceux qui l'en demandent pour essayer de propager cet intérêt. Les phasmes, je les ai toujours. J'ai 43 ans bientôt et c'était à mes 14 ans. Je les ai toujours pas les mêmes, évidemment, parce qu'ils sont morts depuis. Mais de génération en génération, je garde les petits. Et j'ai eu de très nombreuses occasions où des étudiants me disent il paraît que vous avez des phasmes, est-ce que je pourrais en avoir ? Je dis oui, dès que j'ai des petits, je te les donne. Et voilà, on a perduré. Et donc je pense que ça, les insectes, j'en ai donc toujours eu dans ma chambre depuis que j'ai 14 ans. Et c'est vrai que quand arrive sur votre bureau, à la maison, un fascicule qui décrit les études de bio-ingénieur à Gembloux, et on vous parle de plantes, d'insectes, etc. Pour le Namurois que je suis, vous avez juste à côté de chez vous un endroit où vous pouvez faire des études supérieures de biologie et travailler sur les insectes. Je me suis dit, c'est l'endroit parfait. Quand on est spécialisé comme moi dans l'étude des odeurs, il y a plein de personnes qui viennent évidemment nous solliciter avec des idées, des demandes. Vous savez, c'est le même dispositif pour analyser l'odeur d'une plante, d'une betterave par exemple,
ou pour analyser un croissant au beurre ou le parfum qu'une société veut développer. Voilà, c'est les mêmes outils. Donc c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des personnes qui, avec des projets parfois un petit peu lugubres et un peu étranges, qui veulent analyser des compresses qu'ils ont mis sous les aisselles des bras des gens, ou est-ce que mon croissant sent aussi bon que la recette précédente. Bon, et puis alors il y a cette collaboration qui est, je trouve, assez exceptionnelle. Ça veut dire depuis quelques années, j'ai ce projet un peu sur le côté. Je dis sur le côté parce qu'il est mal financé. On ne me donne pas de sous pour travailler là-dessus. Mais c'est sur l'odeur de la décomposition, l'odeur des morts. Il y a quelques années, avec Jessica de Kerskiter, une des premières doctorantes à avoir travaillé sur le sujet, on a caractérisé l'odeur des cochons en décomposition. C'était quelque chose qui, il y a 15 ans, c'était pas connu. On ne savait pas ce que ça sentait, un animal en décomposition. Bon, et de fil en aiguille, aujourd'hui, maintenant, on en est à arpenter avec l'un de mes assistants, Clément Martin, à arpenter les morgues et à collecter l'odeur dans les sacs mortuaires, parce que non, on ne sait pas ce que sent un homme ou une femme après la mort. Mais vous allez me dire à quoi ça sert. Bon, c'est une excellente question. En fait, ça sert à plein de choses. Et il y a cette collaboration que j'ai aujourd'hui avec la police belge. La police, bon, elle a des brigades canines. Il y a des brigades canines des chiens pour détecter les drogues, pour détecter les explosifs. Et il y a des chiens, ils sont 4 d'ailleurs sur notre territoire, à détecter les personnes disparues. Et bien souvent, ces personnes disparues, malheureusement, sont mortes. Et donc ces chiens, il faut les éduquer, il faut leur apprendre à se ruer en direction de l'odeur d'un corps en décomposition. Et comment font la police ? Ils nous ont expliqué, écoutez, nous on va chez le boucher, et puis on demande s'il n'a pas un peu des abats de cochon, ou s'il n'a pas un vieux foie, ou un os, une vieille côte à l'os, voilà. Mais le problème, c'est que du coup, un jour le chien, on lui donne un foie, un jour on lui donne une côte à l'os, un jour on lui donne un truc un peu plus périmé que d'autres, et donc il ne sait jamais vraiment en fait ce qu'on lui demande. Et ils nous ont dit, ce serait bien qu'on ait en fait un parfum de la mort humaine. Et donc, nous qui travaillons sur le sujet, on a avec eux construit un parfum, donc une bouteille avec un liquide dedans et qui peuvent vaporiser sur une compresse, et dans lequel on est allé mettre les molécules principales qu'on retrouvait systématiquement chez tous les corps dont on a collecté l'odeur. Et donc, on leur a fait ce mélange. Un peu sceptique le commissaire la première fois, je vous avoue, parce que quand on a appuyé, il a dit ça sent mauvais, mais est-ce que c'est vraiment un cadavre ? Bon, et donc il m'a dit, écoute, je vous envoie 2 maîtres chiens et ils vont me dire si les chiens en fait répondent. Oui, leurs chiens, c'était les 2 chiens les plus expérimentés. Ils travaillaient déjà depuis au moins 5 ou 6 ans, et donc on a caché dans un environnement artificiel avec plein de cachettes, on a caché des compresses imbibées d'odeur de basilic, d'odeur de chocolat, d'odeur de tabac, d'odeur de plein de trucs, et une compresse avec le parfum. Oh, il n'a pas fallu 30 secondes. Le chien a filé dans la bonne direction, a quand même pris le temps de regarder dans quel bloc on avait caché. Il a aboyé. Le maître chien a fait c'est bon, c'est dans ce bloc-là, n'est-ce pas ? Et l'expérimentateur, oui, effectivement, c'était là qu'était la compresse. On a fait les tests quelques fois. Ils ont été convaincus. Donc aujourd'hui, on continue de travailler avec eux sur plusieurs aspects. D'abord, optimiser ce parfum, parce qu'il est très généraliste et peut-être qu'il est perfectible, c'est vrai. Et puis ensuite, pour les aider aussi, les accompagner dans le dressage de leurs chiens. Il se trouve que c'est des professionnels, ils font ça très bien, mais c'est vrai que quand vous êtes spécialiste, comme on l'est du comportement animal, on va pouvoir les aider, leur donner des petits trucs pour que le chien soit encore plus performant dans ses recherches. Donc voilà, c'est une application que l'on a lorsqu'on travaille sur les odeurs et comment ces odeurs peuvent impacter le comportement animal. Les étudiants m'ont reproché pendant des années que mes supports de cours sont des diapositives, des slides PowerPoint uniquement photographique. Il n'y a pas de texte sur Média. Donc c'est compliqué quand vous avez 18 ans, vous arrivez à l'université, vous cherchez votre méthode d'études et vous avez un prof qui parle vite. Je pense que je parle trop vite, toujours. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps pour dire... J'ai toujours l'impression qu'on va me couper. Vous voyez. Donc, envie de dire beaucoup de choses, mais envie qu'on m'écoute et pas qu'on me lise. Donc voilà, c'est que des photographies, que des illustrations. J'ai la chance de travailler pour mes livres avec un illustrateur et donc je peux utiliser ces illustrations, ces aquarelles, etc. Donc ce n'est que ça. Et ce n'est qu'un asticot comme moi qui gesticule devant l'auditoire avec 1 ou 2 photographies. Donc, ils m'ont demandé un syllabus que je me suis toujours refusé de faire parce que je n'avais pas envie d'être limité à ce qu'il y a dans mon syllabus et pas qu'on me dise vous n'avez pas vu le chapitre 13. Non, j'avais envie de parler d'autre chose. Et donc, ce que j'ai préféré faire, c'est faire, en réponse à ça, un premier bouquin qui s'appelle « Un tanguy chez les hyènes » et qui est un recueil de 30
alors on l'appelle 30 comportements surprenants des animaux. Mon idée, c'était en fait d'aller prendre les 30 exemples de comportements que j'utilise le plus dans mon cours de comportement animal et de les détailler afin que je puisse me concentrer au cours sur la théorie. Quand je vais parler de l'altruisme, tiens, quelles sont les formes d'altruisme, pourquoi l'altruisme, d'où vient, quelle est l'évolution de l'altruisme, et je vais leur dire, tiens, maintenant vous voulez des exemples, vous allez aller lire l'histoire sur les chauves-souris d'Azara en Argentine. Elles ont une forme d'altruisme. Vous lisez la prochaine fois, vous me raconterez. Vous devrez pouvoir me dire quelle forme d'altruisme c'est, dans quelle théorie que je viens de voir. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, ce qui fait que, je pense, ça les satisfait. Ils ont un peu de documentation, hein, ils ont des choses à lire. Et en même temps, ça les fait travailler. Et ce bouquin, du coup, je l'ai écrit pour tout le monde, en fait. Quand vous écrivez, en fait, pour quelqu'un qui a 18 ans et qui n'a pas de formation scientifique encore, en fait, vous écrivez pour tout le monde, hein, pour un adolescent, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a peut-être aucune connaissance en sciences naturelles, mais qui a de l'intérêt. Et donc, du coup, voilà, je me suis dans la foulée, quand j'ai écrit ce bouquin, je me suis dit, tiens, je vais l'écrire pour mes étudiants, mais je vais aussi l'écrire pour tout le monde. Je crois que c'est toujours l'envie d'en fait se dire, allez, moi j'ai l'impression de voir quelque chose de beau et j'ai l'impression que vous ne le voyez pas, alors j'ai envie de vous le montrer. Voilà, c'est ça. C'est ça, à chaque fois, l'idée, c'est de se dire, la plupart du temps, les insectes sont avec moi et pour l'instant, je les laisse un peu de côté. Peut-être qu'après 10 ans d'insectes, j'en ai un petit peu mangé. Donc, quand on se rend compte qu'il y a une grande diversité chez les oiseaux, chez les mammifères, chez les reptiles, il y a des choses qu'on a envie de raconter chez eux aussi. Et je ne sais pas du tout de quoi je parlerai dans 2 ans, mais certainement encore de vulgarisation des sciences. Merci François Verhaegen. Oui, avec plaisir. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Pour plus d'informations concernant la formation de bio-ingénieur, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt!